Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Yassine Chalel, le président de l'association d'étudiants musulmans de Dauphine. Et au nom de la MMD, je tiens à vous remercier d'être venu ici ce soir à l'Université Paris-Dauphine, à l'amphithéâtre de Troyes, pour la deuxième conférence de l'année organisée par l'association La transition énergétique au Maroc, le nouvel Eldorado d'Afrique. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, l'association des étudiants musulmans de Dauphine fêtera ses 5 ans d'existence en janvier prochain. Elle a pour enjeu d'apporter une réflexion sur les enjeux socio-économiques du monde musulman et de l'actualité des musulmans du monde entier. Et donc, comme je vous le dis, elle fêtera ses 5 ans d'existence officielle en janvier 2018. Je tiens bien évidemment à remercier l'Université Paris-Dauphine, les services dédiés, le service technique, la vie étudiante, les appareilleurs, le banque central qui nous ont permis d'organiser cette conférence dans les meilleures conditions. Je remercie également les membres de l'association qui ont œuvré corps et âme pour vous accueillir comme il se doit. Et je remercie bien évidemment notre intervenant ce soir, Louis Wachibo, d'avoir accepté notre invitation. Un léger rappel sur le déroulé de la soirée. Il y aura une première partie où, avec Sofiane et moi-même, nous allons nous entretenir avec Louis Wachibo sur le thème de la transition énergétique au Maroc. À la suite de cela, un micro sera distribué, vous pourrez poser vos questions directement à notre intervenant. Et enfin, un buffet sera disposé dans le hall du deuxième étage pour vous, donc pour celles et ceux qui sont venus ce soir. Pour l'occasion, nous avons fait appel à un traiteur qui est un réfugié syrien qui arrive en France il y a quelques temps et qui a créé son entreprise, donc, qui fait des services de traiteur, et donc ces préparations valent le détour, et donc vous serez donc toutes et tous conviés à ce buffet en fin de conférence. Sans plus tarder, je vais donc rejoindre Sofiane et Louis Wachibo et nous allons pouvoir commencer. Et je vais laisser Sofiane nous présenter notre intervenant de ce soir, et je tiens à ce que vous l'accueilliez comme il se doit. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on accueille M. Wachibo. Vous êtes docteur en géographie. Vous avez obtenu votre thèse à l'Université Paris-Sorbonne. Il y a 10 ans, 11 ans, vous avez fondé votre cabinet de conseil Valmer, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la transition énergétique au Maroc. Et ailleurs. Et ailleurs, bien évidemment. Vous avez été étudiant à Dauphine. Vous êtes aujourd'hui directeur et dirigeant et intervenant du master Finance, Économie et Carbone à l'Université Paris-Dauphine. Et vous êtes également auteur du livre intitulé Énergie solaire après Fukushima, la nouvelle donne. Du coup, première question que j'ai à vous demander, que j'ai à vous poser, qu'est-ce qui vous rattache au Maroc? Pourquoi avoir choisi le Maroc? Alors c'est une très bonne question. En fait, je suis allé au Maroc dans le cadre d'une mission avec Valmer, où l'Union européenne m'a demandé d'aller à Tétouan, au nord du Maroc, pour former les agents municipaux de la ville de Tétouan, Tanger, Nador, à l'efficacité énergétique, à la fois pour les bâtiments publics et à la fois pour l'éclairage public. Donc j'ai eu la chance d'avoir cette première on va dire, expérience professionnelle du Maroc, pas uniquement touristique, et d'être en contact direct avec des agents municipaux. Et à la suite de cette formation que j'ai assurée, j'ai pu rencontrer le reste de maire de Tétouan et comprendre un petit peu les enjeux de la politique énergétique d'une ville comme Tétouan, notamment qui est une ville qui s'accroît rapidement et qui a parfois des nouveaux quartiers qu'il faut électrifier. Si je ne me trompe pas, ce n'est pas la seule mission que vous avez effectuée au Maroc. Vous avez également, et nous en parlons tout à l'heure, été présent sur la centrale solaire de Ouardadat. Et ce projet d'ampleur a une forte influence sur vos travaux. Alors tout à fait, donc Tétouan, là c'était en décembre 2010, c'était juste avant les révolutions arabes. Et finalement j'ai profité de cette expérience pour rencontrer les différents dirigeants du Maroc, à la fois de Mazen, l'agence marocaine pour l'énergie solaire, à la fois à l'époque c'était ADERE, qui est devenu AMEE, l'agence marocaine d'efficacité énergétique. J'ai rencontré les gens du ministère, et puis effectivement je me suis passionné pour ce projet de Ouarzazate, en allant pour la première fois donc, sur le site de Ouarzazate. Le projet avait été lancé 2010-2011, en tout cas avait été annoncé, et donc en 2011, pendant l'été 2011, donc je suis allé sur le site
de Ouarzazate pour arriver à comprendre un petit peu que pouvait représenter un projet d'une telle ampleur. Et j'ai vu que c'était que les Marocains avaient en tout cas lancé quelque chose qui était assez pharaonique, et qu'en France, on n'avait pas très bien conscience de ça à l'époque, et surtout, enseignant aussi dans les écoles d'ingénieurs, les ingénieurs français me disaient, ne s'intéressaient pas tellement à ce projet, et ils me disaient les Marocains ne vont pas y arriver. Finalement, on avait parfois, me semblait-il, chez mes compatriotes ingénieurs, un regard un peu négatif, finalement, pas tellement enthousiaste, alors que moi je me suis dit, il faut vraiment suivre ça de très près, en fait. Et donc j'ai commencé à suivre ce projet donc, dès son origine, et je reste dans le livre Énergie solaire après Fukushima, qui est sorti, donc j'ai mis des photos finalement du site, et j'ai suivi ce projet jusqu'à l'inauguration de la centrale à concentration, donc en février 2016, et j'ai décidé de prendre ce terrain comme terrain d'étude pour une thèse de doctorat en géographie à la Sorbonne. Très bien. Mais comme je le disais, nous allons pouvoir en parler encore plus en détail tout à l'heure. Avant toute chose, posons le contexte de notre conférence d'aujourd'hui. On le sait, les problématiques écologiques et énergétiques au niveau mondial sont majeures, et à l'échelle du globe, on a encore du mal à parler de transition énergétique globale. En effet, comme on le sait, par exemple, il y a quelques jours et quelques semaines, les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris sur le climat. Alors peut-on dire, justement, peut-on parler d'une transition énergétique à l'échelle mondiale, et quelles sont justement les difficultés que rencontrent les acteurs de cette transition énergétique pour rendre cette stratégie, je dirais, vraiment globale et la généraliser à l'échelle globale. Bon, alors les États-Unis ne sont pas encore sortis de l'accord de Paris, COP21, donc Barack Obama finalement l'avait signé. Donald Trump a dit qu'il voulait effectivement sortir, mais l'accord est tel qu'il y a 3 ans avant de pouvoir le dénoncer, et après il y a encore 1 an pour pouvoir vraiment sortir. Donc on est dans une zone où un peu de négociation internationale, et puis le mandat de Donald Trump est de 4 ans. Donc voilà, donc l'histoire n'est pas encore tout à fait écrite. Alors après, au niveau de la transition énergétique, alors moi j'ai abordé le problème un petit peu sous l'angle de la géographie, et finalement j'ai regardé un petit peu, il y a certains pays qui ont la chance d'avoir des ressources d'hydrocarbures, et d'autres qui n'en ont pas, et puis certains pays qui ont finalement une géographie qui est avantageuse pour les énergies renouvelables, alors que d'autres moins. Et donc dans le cas du Maroc, quand on regarde à la loupe la carte du Maroc, on s'aperçoit finalement que le Maroc a bien évidemment l'ensoleillement, ça c'est une évidence, mais aussi bénéficie de vents qui sont très avantageux, puisque finalement il y a des alizés le long de l'océan Atlantique, le Sirocco, donc les vents sont finalement très bons. Et puis la particularité aussi du Maroc par rapport aux pays voisins, c'est quand même d'avoir 4 massifs montagneux. On a le Rif qui est au nord, il y a le Moyen Atlas, Grand Atlas, Anti-Atlas, finalement, avec des montagnes qui vont jusqu'à plus de 4000 mètres de haut. Et une des conséquences directes, c'est qu'il y a finalement pas mal de rivières et tout un réseau hydrographique qui est tout à fait bénéfique pour construire des barrages. Alors qu'a priori, on peut avoir un a priori faux de dire le Maroc c'est dans le désert, il n'y a pas d'eau. En fait, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de barrages. Donc le Maroc, pour ça, a donc une caractéristique assez particulière d'avoir l'eau, le vent, le soleil. Et en plus, ce qu'on peut dire par rapport à l'Algérie qui est à côté, c'est que l'Algérie, comme vous savez, a des réserves de pétrole et de gaz qui sont énormes. En France, on achète du gaz algérien. Et pour des raisons un petit peu finalement étonnantes de la géographie, le Maroc n'a pas des réserves d'hydrocarbures. Et donc concrètement, le Maroc est obligé d'importer soit de l'électricité par le Gibraltar et l'interconnexion avec l'Espagne, soit d'importer du gaz, du pétrole. Et donc ça veut dire que cette faiblesse, on va dire, du Maroc, qui est donc moins riche que l'Algérie, finalement, le royaume du Maroc cherche à tourner ça en avantage, en disant on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, du coup on va être proactif pour développer des nouveaux moyens de production d'électricité à partir des énergies renouvelables. Ok, justement, pour reprendre le point de vue que vous l'avez évoqué, si on revient 10 ans en arrière, quelle était la situation sur le plan énergétique au Maroc? Eh bien, la situation était simple, c'est que le Maroc était dépendant à 95% de l'étranger pour son énergie.
donc cette dépendance était vraiment une faiblesse. Donc le Maroc est riche en phosphate, mais n'est pas riche en pétrole et en gaz, et donc cette dépendance était une faiblesse, donc il y a 10 ans. Alors il y a 10 ans, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a eu depuis les révolutions arabes, mais finalement Sa Majesté Mohamed VI est resté au pouvoir, donc finalement on a eu une certaine stabilité finalement politique au Maroc, alors que dans d'autres pays arabes, on a eu un changement de dirigeants, et donc ça a permis finalement au Maroc d'enclencher, je pense au plan solaire marocain, donc il y a presque 10 ans, et de dire on va construire par exemple 2000 mégawatts pour l'énergie solaire en sélectionnant 5 sites, donc d'avoir une politique qui a été enclenchée donc il y a presque 10 ans, peut-être pas tout à fait mais presque, et puis de s'être tenu à cette stratégie et d'avoir avancé pour mettre en œuvre cette stratégie de manière avec succès en fait. Et justement, est-ce que cette stratégie a pu permettre à certains villages de pouvoir bénéficier de l'énergie? Alors, le Maroc, en fait, finalement, en termes d'énergie renouvelable, est donc très proactif sur 3 filières, donc hydraulique, solaire et éolien. Pour la partie hydraulique, on a presque 150 barrages dans le royaume, et les barrages ont déjà été construits il y a déjà pas mal d'années. Pour la partie solaire et la partie éolien, le Maroc a plutôt privilégié des grands projets industriels, un petit peu à l'image de Ouarzazate et des 5 sites. C'est des grosses centrales, 500 MW, et pour l'éolien, les gros projets éoliens, je pense à Tanger 1, Tanger 2, Tarfaya, c'est des gros projets. Alors que d'autres pays ont plutôt privilégié des micro-projets dans des petits villages. Donc ce n'est pas le cas tout à fait le cas du Maroc. Et grâce à Dauphine, on enseignait là aux élèves des étudiants du Master Énergie Finance Carbone, le fait qu'en Tunisie, par exemple, tout ce qui est le solaire thermique, c'est très bien développé, notamment grâce au programme des Nations Unies pour l'environnement, alors que pour différentes raisons, ça s'est un petit peu moins bien développé au Maroc. Donc les chauffe-eau solaires sur les bâtiments. Donc c'est plutôt des gros projets industriels qu'on voit en fait au Maroc, pour le solaire, l'éolien, et bien sûr les barrages. Autre donné aussi à prendre en compte, c'est l'accroissement de la population marocaine qui croît très fortement depuis 40 ans et qui nous génère aussi une augmentation très forte des besoins en énergie. Alors ça c'est important, donc on a 33,8 millions d'habitants au Maroc. Dans les années 60, on avait 11 millions d'habitants. Donc finalement, la population a multiplié par 3 de 60 à aujourd'hui. Donc il y a une forte croissance démographique. Donc ça c'est important pour les questions d'énergie, parce que bien évidemment la population consomme de l'énergie. Et aussi on s'aperçoit que cette population a tendance à aller vers les grandes villes. Et quand on regarde les grandes villes du Maroc, elles sont principalement des villes côtières, pas uniquement, mais on a quand même donc Tétouan, Tanger, donc ça c'est le nord du Maroc et c'est la partie qui est hispanophone, que finalement les Français connaissent peut-être un petit peu moins. On a bien sûr Rabat, Casablanca, qui est, on va dire, la deuxième plus grande ville, peut-être du Maghreb, après le Caire. Alors Marrakech n'est pas au bord de la mer, mais donc les populations ont tendance à aller vers les villes, et les villes à être au bord alors soit de l'océan, soit de la Méditerranée, avec Gibraltar. Et donc il y a tout un enjeu au niveau des villes marocaines de dire comment faire pour gérer cette croissance démographique, comment faire pour apporter l'énergie, bien évidemment, dans les villes. Très bien. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, cette transition énergétique ne date pas d'hier, ou en tout cas, on va dire environ d'il y a à peu près 10 ans. Ce qui a impulsé ça, c'est notamment le discours de Mohamed VI en 2009, lors de la fête du trône. Il est vrai que le roi Mohamed VI a une très forte influence sur cette stratégie énergétique. Qu'en pensez-vous? Alors, ce qui est vrai, c'est que Sa Majesté le Roi est très impliqué dans ces projets énergétiques. Et moi, ce qui me frappe, c'est de voir que il y a des réunions de travail, on voit ça à travers la presse, à travers les vidéos, où on voit que Sa Majesté préside, si vous voulez, directement les réunions de travail où il y a des prises de décision. Donc on voit par exemple le président du MAZEN, donc l'Agence marocaine d'énergie solaire, qui est donc une société anonyme, mais qui est étatique,
Monsieur Bakouri, avec toute l'équipe, et qui se réunissent autour de Sa Majesté. Et Sa Majesté va prendre donc non seulement cherche à s'informer, mais va prendre des décisions. Chaque fois qu'il y a une inauguration, je pense pour la centrale de Ouarzazate, donc il y a eu 4 lots, Nour 1, Nour 2, Nour 3, Nour 4. Sa Majesté en personne vient inaugurer. Donc la stabilité fait qu'en plus, donc il est toujours là. Et Sa Majesté suit les projets de très très près, est impliquée personnellement. Et ça, c'est peut-être une raison aussi du succès, c'est-à-dire la constance dans l'effort et un soutien politique au plus haut niveau. En lien avec ce que vous dites, on le sait, l'année dernière, le Maroc a été l'organisateur de la COP22, c'était à Marrakech. En vérité, la COP22, c'est finalement une vitrine pour le Maroc pour montrer les efforts qu'elle est en train de faire en termes écologiques et énergétiques. À l'instar d'autres pays qui, pour le coup, réalisent des événements internationaux, mais qui ne développent pas de politique en amont et en aval de ces événements, la COP22 pour le Maroc n'est pas justement une vitrine et un moyen d'accélérer encore plus cette transition énergétique. Alors la COP22 a été très bien organisée par le Maroc, ça a été un superbe événement. Ça a été... Alors le problème qu'il y a eu à la COP22, c'est que finalement elle est arrivée un an après la COP21, donc l'accord de Paris. Et alors ce qui a un petit peu plombé l'ambiance à la COP22, c'est donc 3 jours avant, finalement l'élection de Donald Trump qui a dit « moi je vais remettre en cause l'accord de Paris ». Donc quelque part, au démarrage de la COP22 à Marrakech, donc c'était il y a un peu plus d'un an en fait, presque exactement un an en fait, début novembre, en fait c'était novembre donc 2016, là on est en 2017, oui, novembre 2016. Donc l'élection de Donald Trump a un petit peu plombé l'ambiance et quelque part on va dire que c'était une COP22 qui était un petit peu plus technique finalement, qui a constaté l'accord de Paris donc, a été signé donc, effectivement donc, l'année d'avant et surtout en avril de la même année finalement les pays ont ratifié l'accord de Paris parce que finalement à Paris l'accord était verbal, les gens les 195 parties ont donné un accord verbal mais la signature s'est faite en avril d'après à New York, et comme vous vous rappelez, pour que l'accord de Paris entre en vigueur, il fallait qu'il y ait 55 pays qui représentent 55% des émissions de gaz à effet de serre qui signent. Donc finalement, à Marrakech, la bonne nouvelle, ça a été que l'accord de Paris donc, a été ratifié et signé, mais comme je disais, les nouvelles venant des États-Unis, ça a un petit peu glacé finalement tous les participants. Donc la COP de Marrakech a été importante, et les travaux de Marrakech se sont poursuivis à la COP23 de Bonn, qui s'est donc terminée il y a à peu près 15 jours, vous voyez. Donc chaque année, on a une COP, et chaque année, les choses progressent. Voilà. Est-ce que l'organisation de la COP22 à Marrakech a permis une accélération justement de la transition énergétique au Maroc? Alors, je ne sais pas que c'était une accélération parce que le Maroc avait déjà accéléré. Le Maroc avait dit au départ, nous voulons que 42% de notre production énergétique provienne des énergies renouvelables. Donc c'était 42%, c'est passé en 2020, c'est passé à 50% et c'est passé à 52% en 2030. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le Maroc avait déjà accéléré. Depuis, comme on avait dit, 2009, on va dire, voilà, depuis, on va dire 2009, 2010, quoi. Mais par contre, le monde n'avait pas forcément réalisé que le Maroc était devenu assez exemplaire, notamment par son projet Ouarzazate, qui est quand même un projet qui va être le plus important au monde de centrales à concentration, on pourra revenir là-dessus du reste. Le monde n'avait pas forcément réalisé que le Maroc était assez vertueux. Donc bien sûr, ça contribuait à faire connaître au monde entier que le Maroc avait mis en place une politique énergétique de transition énergétique qui était ambitieuse et ça, la COP22 était une vitrine pour le Maroc importante. Oui. Du coup, on sait très bien que vous êtes un spécialiste de l'énergie solaire et des technologies solaires, mais on aimerait savoir en fait que quand on parle de Maroc et d'énergie, inconsciemment on pense directement aux énergies solaires. Ouais. Mais
qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos des énergies éoliennes et géothermiques? Alors, les projets éoliens du Maroc sont intéressants. Donc on a, quand on arrive à l'aéroport de Tanger et qu'on va à Tétouan, dans le Rif, on voit de plus en plus d'éoliennes. Donc on voit bien qu'il y a eu des projets importants à Tanger, Tanger 1, Tanger 2. Et puis il faut aussi noter le projet de Tarfaya. Tarfaya, ça a été finalement le plus grand projet, le deuxième plus grand projet éolien africain. Et le projet Tarfaya est un projet qui a été construit par Engie, donc l'entreprise française, juste à la frontière entre le Maroc et le Sahara occidental. C'est un sujet un peu délicat pour les Marocains. Et donc juste au nord de cette frontière, donc on a l'un des plus gros parcs éoliens d'Afrique. Donc effectivement, là encore, le Maroc a démontré qu'il était capable de permettre à des entreprises étrangères de construire donc des éoliennes. Et le Maroc a estimé que son potentiel en termes d'éolien est de 25 000 mégawatts. Donc les vents, comme je disais, les alizés, qui soufflent jusqu'à 8 mètres secondes le long des côtes, c'est une véritable ressource. Et potentiellement, les projets peuvent être dans le futur encore plus importants. Donc pour l'instant, il y avait un objectif de 2000 MW par rapport à, pour 2020 pour l'éolien, donc qui paraissait 10% finalement du potentiel, moins de 10% des 25 000 MW. Donc on peut avoir de très beaux projets éoliens qui vont continuer à se développer. Pour la géothermie, donc il y avait des projets dans le Rif, dans le Maroc oriental, je dirais qu'ils étaient un petit peu plus expérimentaux. Donc là, ça dépend un petit peu des ressources souterraines du pays, mais effectivement, il y a des projets de géothermie et puis aussi de biomasse. Donc le Maroc travaille, je dirais, sur toutes les filières énergie renouvelable, sans oublier l'efficacité énergétique aussi, qui est un sujet important. Pour le coup, les connaissances, je dirais, purement géographiques du Maroc sont très importantes pour déceler où les projets doivent-ils s'installer. Alors moi, c'était un peu l'objectif de ma thèse de doctorat, c'est de dire, finalement, dans ces projets énergie renouvelable, le territoire a une importance déterminante. Donc on voit bien que finalement, pour faire un petit peu simple et schématique, vous mettez un projet solaire en Norvège, ça ne va pas marcher, vous mettez le même projet au Maroc ou dans le sud de la France, ça va très bien marcher. Et pourtant c'est le même projet, c'est le même matériel, tout ça. Donc effectivement la géographie est importante et il faut donc associer de plus en plus les territoires donc à ces projets énergie renouvelable et arriver à trouver, à déterminer les bonnes potentialités des territoires pour pouvoir capitaliser dessus. Et donc le Maroc, comme on l'a dit, a la chance de bénéficier de beaucoup d'atouts. Un des atouts majeurs de ce qu'on disait, c'est le solaire au Maroc. Les ressources, donc je dirais, solaires dans ce territoire, dans ce royaume sont très importantes. Le Maroc, si je ne me trompe pas, est l'un des pays les plus ensoleillés au monde, n'est-ce pas? Alors, on va calculer ça en disant qu'il y a 2300 kWh par mètre carré par an, donc on peut mesurer ça. Donc effectivement, c'est un ensoleillement très important. Et le Maroc, dans sa stratégie solaire, a décidé, notamment sur le projet Ouarzazate. Alors, le projet Ouarzazate, quand j'y suis allé pour la première fois, donc j'ai compris, j'ai eu la chance d'être reçu par la province de Ouarzazate. Et là, les Marocains, les agents municipaux de Ouarzazate m'ont tout de suite donné la carte de cadastre, en fait, de la centrale. Et j'ai vu qu'il y avait finalement le projet initial sur 2500 hectares, et puis qu'il y avait 3 lots qui avaient été rajoutés, et qu'on était sur un projet de 3040 hectares. Qu'est-ce que ça veut dire, 3040 hectares? Ça veut dire 30 km². 30 km², c'est un tiers de Paris. Paris, intramuros, c'est 100 km². Et là, à Ouarzazate, on est sur un projet de 30 km². Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est un tiers de Paris. C'est juste pharaonique. C'est complètement dingue au départ. Et les Marocains ont décidé d'utiliser, et c'est pour ça que Ouarzazate est intéressant, c'est un complexe solaire, c'est pas une centrale solaire, c'est qu'ils ont dit sur ce même terrain, bon, qui est donc le désert, alors le désert, pour ceux qui connaissent Ouarzazate, qui a la particularité quand même d'avoir un lac à côté, c'est important, c'est-à-dire qu'on a 2 rivières, le Dra et Dadès, le barrage de El Mansour, et donc on a un lac réservoir
qui va être du reste assez utile pour la centrale. Et les Marocains ont dit on va tester toutes les différentes technologies solaires sur le même terrain, si vous voulez. Et notamment les miroirs cylindro-paraboliques, la tour solaire et pour la quatrième phase, les panneaux photovoltaïques. Donc c'est-à-dire que dans les deux premières technologies, c'est pas du photovoltaïque, c'est des technologies où les rayons du soleil vont se réfléchir sur un miroir et vont chauffer un liquide caloporteur, et ce liquide caloporteur va dégager de la vapeur qui va permettre de faire tourner une turbine et un alternateur et de produire de l'électricité. Enfin, bref, c'est des technologies avancées. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont Mazen, donc l'agence marocaine d'énergie solaire, a organisé les appels d'offres en lançant donc un premier appel d'offres où à peu près 190 entreprises, consortiums du monde entier ont répondu. Une shortlist a été faite, d'abord avec 19, donc là c'est pour 160 MW, et finalement le vainqueur a été, peut-être de manière surprenante, Aqua, cette entreprise d'Arabie Saoudite, qui a gagné ces appels d'offres, avec on va dire, un sous-traitant espagnol, et finalement cette entreprise Arabie Saoudite, Aqua, a gagné toutes les tranches finalement de Ouarzazate, alors qu'on pensait que les Européens, notamment les Espagnols, qui savent construire ces centrales, nous en France, on ne sait pas tellement les construire, même si Areva, par les miroirs de Fresnel, a développé une technologie, mais on sait quand même peut-être moins bien. Et comme l'Europe n'est pas arrivée à se mettre d'accord, chacun est arrivé dans cet appel d'offres en étant sans vraiment concertation européenne, c'est donc les Saoudiens qui ont gagné cet appel d'offres et qui pilotent. Et donc, on voit bien cet axe fort, Maroc, Arabie Saoudite. Et déjà, je remercie de voir qu'il y a un représentant de l'Arabie Saoudite dans la salle. Donc cet axe fort, Maroc, Arabie Saoudite, où on se dit, mais finalement, la France, où est la France dans tout ça? Finalement, on va se laisser dépasser par cet axe sud-sud. Et nous, on a bien sûr de l'amitié pour les Marocains, on parle, beaucoup de Marocains, plutôt de la région de Marrakech, on parle très bien français, bien évidemment, on a des liens culturels très forts, mais au niveau économique, on va se faire dépasser. Et donc c'est important que la France, dans l'Union européenne, se remette dans le triangle. Alors on a l'Agence française de développement qui a financé le projet, qui permet de rester dans la boucle, mais qu'on fasse plutôt un triangle avec la France ou l'Union européenne, l'Arabie Saoudite et le Maroc, mais pas simplement une coopération sud-sud. Ça serait dommage pour nous, vous voyez. Donc moi je cherche à me battre un petit peu pour que la France continue à apporter une valeur ajoutée finalement dans ces projets d'intelligence. Très bien. Vous pronostiquez dans votre ouvrage la réussite de ce projet. Qu'en pensez-vous? Alors quand j'y suis allé l'été 2011, j'ai mis une photo dans l'ouvrage, donc il n'y avait rien, il y avait simplement un panneau de Mazen où il disait 500 MW en 2015. Donc il y avait un panneau, ici va être construite la future centrale à concentration, 500 MW 2015. Qu'est-ce qui s'est passé? La centrale Ouarzazate, dans ses 4 phases, finalement va dépasser les 500 MW puisqu'elle va arriver à 570 ou 580 MW. Et la première tranche de 160 MW a été inaugurée en février 2016. Alors on va dire février 2016 par rapport à 2015, il y a un tout petit peu de retard, mais c'est quand même pas beaucoup. En février 2016, c'est 160 MW qui ont été inaugurés, et non pas 500, mais le reste arrive. C'est-à-dire que la phase 2, la phase 3, la phase 4, jour 2, 3, 4, l'adjudicataire a été trouvé, notamment Aqua, le saoudien, c'est en cours de construction. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les Marocains ont respecté un peu leur plan d'origine, c'est-à-dire, alors il y a eu un tout petit peu de retard, mais c'est quand même pas grand-chose, ils sont arrivés quand même à réaliser ce projet pharaonique, et ça je trouve que c'est assez remarquable à noter. Alors, donc, si je comprends bien, dire que le projet est une réussite n'est pas encore tout à fait vrai, mais on s'y approche. Alors, moi je pense que c'est quand même une réussite pour la phase 1, dans la mesure où ça marche. Les 160 MW, en gros l'électricité, elle est bien produite. Après, on va attendre Nour 2, Nour 3, Nour 4 pour avoir nos 570 MW pour voir la centrale complète, qui sera le plus gros projet au monde. Et après, effectivement, il faut voir si finalement l'électricité produite, ça correspond à ce qui avait été estimé. Ouais.
Est-ce que les coûts ont dérapé ou pas? Dans quelle mesure? Est-ce que l'électricité produite en termes de kilowattheures, en termes d'énergie, hein, est-ce que ça va marcher comme ce qui a été prévu? Dans le projet initial, il y avait donc un système de stockage avec sel fondu. Est-ce que ça va marcher? En gros, est-ce que ça va marcher comme prévu ou pas? Donc effectivement, c'est important d'attendre un petit peu, 1 an ou 2, pour voir comment tout ça évolue. Mais quand même, le fait d'avoir inauguré la première phase en février 2016, moi je trouve que c'est assez remarquable en ce qui me concerne. Quelle technologie énergétique est la plus rentable? Alors ça c'est une bonne question, et je pense qu'à mon avis, on n'est pas tout à fait sûr de la réponse. Parce que donc justement, les Marocains, donc dans Nour 1, Nour 2, donc, ont utilisé cette technologie de miroir cylindro-parabolique, et Nour 3, des miroirs héliostats et une tour solaire, et Nour 4, le photovoltaïque. Donc finalement, ce que je tiens à dire, c'est que on a donc 3 technologies différentes solaires, hein, sur le même site, justement parce qu'on n'est quand même pas tout à fait sûr de savoir quelle est la plus rentable. Ce qui s'est passé par exemple, c'est que les panneaux photovoltaïques ont des prix qui ont baissé très rapidement, vous voyez, et donc le photovoltaïque qui au départ nous semblait pas adapté pour les très fortes chaleurs du désert, alors que le solaire à concentration, le solaire thermodynamique, semblait plus adapté. Et puis finalement, avec le prix des panneaux solaires, la robustesse des panneaux photovoltaïques, les Marocains, dans Nour 4, ont décidé d'utiliser cette technologie. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment tout ça évolue. Et dans l'adjudication, il y a bien un tarif de rachat qui a été proposé à Mazen pour Nour 1, Nour 2, Nour 3, Nour 4. Et donc c'est bien ce tarif de rachat qui a baissé entre Nour 1 et Nour 2, qui est un tout petit peu plus élevé pour la tour solaire et qui va baisser pour les panneaux photovoltaïques, qui donne le prix de l'électricité. Et si on compare par rapport aux technologies éoliennes et hydrauliques, finalement laquelle est la plus rentable et la plus profitable pour le Maroc entre le solaire, l'éolien et l'hydraulique? Alors cette question, c'est pas facile hein, à répondre. Donc il faudrait finalement comparer les tarifs de rachat donc, de Tarfaya. Donc Tarfaya, c'est le parc éolien donc à la frontière du Sahara occidental, où finalement la centrale éolienne est construite par Engie et vend son électricité à ONEE, l'Office national d'eau et d'électricité, qui va racheter l'électricité à un tarif de rachat déterminé, alors que dans le cas de Ouarzazate, c'est bien Mazen qui rachète l'électricité donc à 1 dinar 32 par kilowattheure, quand ça dépend et qui va le revendre à ONN, à l'Office national d'eau et d'électricité. Tout dépend du facteur de charge, c'est-à-dire tout dépend de savoir si les éoliennes, par exemple, elles vont tourner tout le temps. Est-ce que les éoliennes, finalement, elles vont tout le temps tourner, ou est-ce qu'elles vont s'arrêter pour différentes raisons, parce qu'elles vont être en panne et tout ça? Et pareil pour ces gros projets solaires, est-ce que la production, en tout cas pendant la journée, sera optimum, que le stockage pendant la nuit, qui est grâce au sel fondu de 4, 5, 6 heures, va marcher, ou alors est-ce que ces centrales, soit éoliennes, soit solaires, vont tomber en panne? Et dans ce cas-là, pour différentes raisons, ça ne marchera pas aussi bien que prévu, et donc l'électricité ne sera pas aussi rentable que prévu. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile, comme ces projets viennent de sortir de l'eau, de se prononcer. On pourrait peut-être le faire de manière théorique, mais après il faut regarder dans la pratique ce que ça donne en fait. Donc finalement, la transition énergétique au Maroc ne peut se faire que par une diversification des technologies utilisées. Alors voilà, donc c'est tout à fait une diversification. Donc déjà, entre, on a bien dit, hydraulique, éolien, solaire, un peu dans une moindre mesure, géothermie, biomasse, mais aussi dans le solaire, dans les différentes technologies, production d'électricité pour le photovoltaïque et le solaire thermodynamique à concentration, production de chaleur, dans le cas du solaire thermique, pour tout ce qui est chauffe-eau solaire sur les habitations. Donc effectivement, c'est très diversifié. Justement, la transition énergétique ne peut pas se contenter uniquement des technologies énergétiques. On a besoin également de bons réseaux. Est-ce que le Maroc a mis en place des réseaux pour pouvoir justement répondre aux besoins
juste uniquement aux besoins de la population et non pas produire en excès ou produire en faible quantité? Alors effectivement, les réseaux, c'est une question fondamentale. À partir du moment où on utilise les énergies renouvelables pour faire des grands projets de production centralisée d'électricité, c'est le cas de l'éolien, des gros projets solaires et puis des barrages, on est effectivement obligé d'avoir des réseaux à la fois de transport d'électricité et de distribution pour que l'électricité produite arrive jusqu'au consommateur final. Alors que les énergies renouvelables permettent aussi de faire des micro-projets en autoconsommation et d'avoir par exemple dans les villages des panneaux solaires qui permettent d'autoconsommer, et là on n'a plus besoin de réseau. Mais clairement dans le cas du Maroc, puisqu'on parlait de grands projets, effectivement on parle de réseau. Alors déjà d'une manière générale, quand on regarde les infrastructures au Maroc, finalement elles sont quand même relativement bonnes. On voit bien au niveau il y a eu des gros travaux faits au niveau des routes, autoroutes, notamment autoroutes maintenant Tanger, Casablanca, les ports, Tanger-Med, le train, tout ça. Donc il y a une tradition quand même de bonnes infrastructures. Quand on regarde aussi la connexion au réseau de la population, donc on regarde que finalement en zone urbaine, les habitants du Maroc finalement sont assez bien connectés au réseau électrique finalement, et même à l'assainissement. Donc finalement il y a plutôt une bonne infrastructure, mais ce qui est clair c'est qu'il faut renforcer ces réseaux parce que les puissances électriques injectées notamment à Ouarzazate et à Tarfaya est quand même vraiment tout près du Sahara occidental, donc c'est quand même un endroit qui est assez désertique. Donc il faut effectivement tirer des nouvelles lignes à haute tension, et il y a tout le projet du réseau aussi d'interconnexion finalement de toute la boucle européenne, de toute la boucle méditerranéenne, de dire comment développer le réseau de transport, de distribution au Maroc, comment interconnecter ça dans la mesure du possible avec les pays voisins, ce qui n'est pas facile, Algérie, Tunisie, et puis avec l'Europe. Il y a donc une interconnexion importante, Espagne, Maroc, par le détroit de Gibraltar, c'est 14 km, où traditionnellement l'électricité, elle venait d'Espagne pour aller donc au Maroc. À partir du moment où le Maroc commence à produire beaucoup, comment l'électricité, les électrons, peuvent finalement franchir le détroit de Gibraltar dans l'autre sens, vous voyez. Et puis, il y a toutes les projets d'interconnexion, par exemple, de Tunisie vers l'Italie, par exemple, pour créer cette boucle de réseau de transport d'électricité au niveau méditerranéen, qui finalement est assez important pour le Maroc. Donc là, il y a un chantier énorme, et puis surtout des budgets assez colossaux à développer. Le Maroc est actuellement en train d'installer des smart grids. Qu'est-ce que c'est que ces smart grids? À quoi ça sert? Quels sont les objectifs? Alors les smart grids, c'est bien ce qu'on appelle les réseaux intelligents. C'est de dire que finalement, à la fois pour le réseau, notamment pour les réseaux de distribution d'électricité, on a donc les réseaux de transport, donc la haute tension, les réseaux de distribution, on est plutôt dans la basse tension, de dire comment prendre en compte au mieux la consommation comment prendre au mieux finalement la consommation des consommateurs. Donc dans les consommateurs d'énergie et d'électricité en particulier, il y a bien sûr les bâtiments, il y a le transport et il y a l'industrie. Et donc l'idée du smart grid, c'est de dire finalement, est-ce qu'on peut, dans une certaine mesure, avoir cette meilleure adéquation entre l'offre et la demande, puisque l'électricité, comme vous savez, ne se stocke pas, et d'arriver, dans une certaine mesure, à faire changer les comportements, par exemple, des consommateurs, de leur dire, attendez, essayez d'utiliser votre électricité dans les périodes creuses, et d'arriver à prendre en compte au mieux, finalement, cette demande qui évolue chaque seconde. Okay. Les smart grids, donc, ce dont vous parlez, se développent donc de plus en plus au Maroc. Vous avez parlé de l'efficacité énergétique, qui est un enjeu majeur pour le Maroc, et d'ailleurs à l'échelle du monde. Que pouvez-vous nous en dire? Où en est le Maroc en termes d'efficacité énergétique, et justement les smart grids peuvent peut-être être une solution aux problèmes que connaît le Maroc actuellement en termes d'efficacité énergétique? Alors moi j'ai cherché à suivre de près les travaux donc, de l'ADERE, qui était l'agence d'efficacité énergétique du Maroc, qui a changé son nom en AMEE, l'agence marocaine d'efficacité énergétique, dirigée par Saïd Mouline. Donc moi je cherche à suivre des travaux là depuis, ça fait voilà, 2010-2011.
Et moi j'ai toujours trouvé que ces travaux étaient vraiment très intéressants dans l'efficacité énergétique donc des bâtiments, l'efficacité énergétique du transport, l'efficacité énergétique de l'industrie. Et par exemple, il y avait des recommandations intéressantes sur l'efficacité énergétique des lieux de culte ou des hammams, par exemple, qu'on ne voit pas tellement chez nous. Et de manière générale, je trouvais qu'il y avait une approche qui était assez pragmatique, qui paraissait intéressante finalement, et qui pouvait constituer vraiment des bonnes pratiques, tout ça. Alors récemment, il y a eu un classement de la Banque mondiale de l'efficacité énergétique où le Maroc n'était pas très bien classé. Moi, j'étais un peu surpris personnellement. Je trouvais ça peut-être un peu injuste, je ne sais pas très bien. Ce que je sais, c'est que le Maroc vraiment travaille très sérieusement dans ces sujets-là, sur l'efficacité énergétique, donc notamment l'éclairage public. Par exemple, j'ai un habitant de Tanger qui m'a dit « Ah monsieur, vous savez, à Tanger, il y a un stade de foot, et le stade de foot, les matchs sont la nuit, et la nuit, il y a l'éclairage qui est très fort, tout ça, et ça consomme beaucoup d'énergie. Comment on peut faire pour essayer de rendre plus efficace cet éclairage du stade de foot de Tanger ?» Bon, alors je trouvais que la question est intéressante. La réponse est plus compliquée, bien sûr, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Et comme je vous disais, j'ai eu un entretien avec le maire de Tétouan qui me disait j'ai une facture énergétique qui est plus d'1 million d'euros, donc des montants très importants, et nouveaux quartiers qui se développent, où il faut connecter. Comment je fais pour baisser ma facture énergétique? Et on voit bien que c'est des problèmes qui sont finalement compliqués, et que dans le cadre de l'efficacité énergétique, c'est malheureusement un petit peu un travail de fourmi, où les petites économies sur les bâtiments, sur le transport, les petites économies finalement vont faire les petits ruisseaux, les rivières, et il y a tout un travail important de comptage notamment de la consommation, et un travail qui est un petit peu fastidieux. On va voir ça dans les bâtiments publics, de dire mais finalement combien ce bâtiment consomme d'électricité, consomme d'énergie, et ça il faut compter mois par mois, il faut regarder les courbes, comparer sur plusieurs années, pour pouvoir après faire un bon diagnostic et faire des bonnes recommandations. Et malheureusement, les travaux souvent coûtent cher, donc le gain parfois peut sembler faible s'il n'y a pas de mécanisme d'aide par rapport aux investissements, par rapport aux économies d'énergie qu'on peut faire. Pour en finir sur les smart grids, alors comme on peut le constater, finalement, l'innovation et la technologie est au service de la production énergétique. Mais finalement, comme on peut le voir, la production énergétique est aussi au service de l'innovation et de la technologie. Le Maroc est un pays, je dirais, porteur et l'un des premiers pays à avoir développé ce qu'on appelle les smart cities, donc les villes intelligentes. Et les réseaux intelligents, donc les smart grids, sont finalement peut-être un aspect d'une révolution plus globale au Maroc et dans les villes marocaines, dans le territoire en général, une révolution technologique globale, une révolution numérique globale au sein de ce royaume. Oui, très important. Chaque année à Dauphine, dans cette noble université, on organise le forum énergie. Donc la dernière version, c'était il y a un mois, et notamment Isabelle Cocher, qui est la directrice générale d'Engie, est venue ici, et elle a dit on est maintenant dans une révolution énergétique 3D, donc décentralisée, digitalisée et décarbonée. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Donc, bon, décarboné, on voit bien, c'est tout ce qui est énergie renouvelable, alors nucléaire, il y a des gens du CEA aussi, bon, décarboné, digitalisé, c'est-à-dire qu'effectivement, la part du numérique devient importante, de plus en plus, donc les smart grids, il peut se concevoir uniquement avec un progrès technologique qui permet par exemple au consommateur d'avoir plus d'informations sur sa propre consommation d'électricité, parce que finalement à Paris, on ne sait pas toujours très bien ce qu'on consomme, donc d'avoir de pouvoir beaucoup mieux piloter sa consommation d'électricité, et décentraliser. Donc là par contre c'est un petit peu moins vrai dans le Maroc, puisque comme je vous disais, c'est des projets d'énergie renouvelable qui sont quand même assez centralisés, par Faya, 5 sites solaires, tout ça, mais c'est effectivement, on s'oriente vers cette énergie 3D. Ces centres qui sont plus ou moins délocalisés un peu partout au Maroc, est-ce que ça permet à des villes qui ne bénéficiaient auparavant pas d'électricité et pas d'énergie, est-ce que ça améliore leurs conditions en termes de ressources énergétiques? Alors c'est vrai que la ville, donc c'est important, et en fait, justement, mon doctorat, je l'ai fait donc en géographie et aménagement. Donc la discipline, c'est géographie et aménagement. Et dans aménagement, il y a la partie aménagement du territoire, et il y a bien évidemment
la ville durable. Donc là, il y a un enjeu très important. On voit bien que les villes s'engagent de manière générale toutes à chercher à limiter leurs émissions, finalement, de CO2, et que les chantiers sont donc très importants pour que les villes consomment moins d'énergie, pour que les trafics urbains polluent moins, et que les villes, effectivement, soient plus intelligentes, et puissent permettre, finalement, à finalement alimenter en énergie, en eau, toujours plus de population, et d'avoir un cadre de vie qui reste agréable. Donc ça, c'est des enjeux qui sont colossaux. Et quand on regarde par exemple Casablanca, qui est une mégalopole incroyable, qui se développe aussi elle, très rapidement, finalement, on voit bien que c'est parfois compliqué d'arriver à avoir de l'eau, de l'électricité pour tout le monde, et puis surtout d'avoir un cadre de vie qui reste, dans la gestion des déchets, dans les télécommunications, tout ça, qui reste finalement, qui s'améliore, quoi. Donc il y a d'énormes enjeux là, en termes d'aménagement du territoire et des villes. Ok. Est-ce qu'on peut alors envisager qu'il y aura au fur et à mesure du temps une disparition des disparités énergétiques au Maroc? Alors justement, les disparités énergétiques, c'est une bonne question parce que finalement, dans l'idée d'aménagement du territoire, on aimerait que tous les territoires soient égaux, donc que toutes les régions soient finalement à peu près égales. Alors, ce qui se passe, c'est que finalement, on a au Maroc donc, des régions qui accueillent des grands projets énergétiques, mais finalement, est-ce que ces régions, ce sont elles qui vont profiter au plus de cette électricité produite? Ça, il faudra voir. On a en tout cas un principe qui existe en France et aussi au Maroc, celui de la péréquation tarifaire, c'est que justement, on cherche à ce que les citoyens payent tous le même prix de l'électricité et qu'il n'y ait pas justement des fractures territoriales qui soient trop importantes. Donc il y a tout un enjeu avec le développement de ces projets d'arriver à respecter cette péréquation tarifaire et que chacun puisse payer son électricité, chacun soit relié d'abord au réseau électrique, s'il n'est pas, éventuellement qu'il ait des panneaux solaires ou des systèmes qui permettent d'autoconsommer l'électricité et qu'il y ait une certaine justice sur cette péréquation tarifaire. Très bien. Passons à notre point maintenant, si vous le voulez bien. Alors, on l'a bien compris, cette transition énergétique au Maroc, elle se fait par l'arrivée massive de technologies de pointe. Elle se fait également par des financements, une politique d'investissement très forte au Maroc. Comment cela peut être facilité? On pense notamment au cadre légal. Et le Maroc va-t-il assez loin dans l'assouplissement de son cadre légal pour la politique d'investissement? Alors c'est vrai que le cadre réglementaire est très important. Au Maroc, il y a l'agence Invest in Morocco, Investir au Maroc, qui est très dynamique pour accueillir les entreprises étrangères au Maroc. Et le cadre réglementaire est bien évidemment déterminant. Donc notamment, d'abord pour favoriser les partenariats publics-privés, ce qui n'est pas toujours facile, mais on voit bien que dans ces projets, quand l'entreprise saoudienne Aqua arrive au Maroc, finalement, ou d'autres entreprises privées, il faut qu'elles puissent collaborer avec Mazen, donc l'agence marocaine d'énergie solaire, qui est donc une société anonyme, mais détenue par l'État, par le royaume. Donc il faut favoriser les partenariats publics-privés. Il faut bien évidemment que le cadre réglementaire, notamment au niveau des tarifs de rachat, soit stable. C'est-à-dire que si Mazen s'engage à racheter l'électricité de l'adjudicataire de Nour 1 à 101,32 dirhams par kilowattheure, il faut que ce soit stable dans la durée, il ne faut pas que ça change, bien évidemment. Donc, et puis, au niveau des appels d'offres, donc on a vu que ça s'était bien passé, mais il faut que le système au niveau des appels d'offres soit équitable pour que tous les partenaires internationaux qui candidatent estiment que la compétition est juste et que donc c'est effectivement le meilleur qui gagne. Donc tout ça est complexe finalement parce que ça implique des relations internationales, de co-contracter avec des parties prenantes qui ne sont pas dans le royaume mais qui sont étrangères, des entreprises étrangères, tout ça. Et effectivement, s'il y a des conflits, des litiges, finalement quel est le droit applicable? Est-ce que c'est le droit marocain? Comment organiser la justice marocaine pour
pour les conflits? Est-ce qu'on aura plutôt affaire à des arbitrages internationaux? Donc il faut que tout ça, effectivement, se modernise. Et il y a donc tout un enjeu important, effectivement, pour moderniser, je dirais, le cadre réglementaire. Donc si je comprends bien, la majorité des investisseurs qui investissent dans cet objectif de transition énergétique sont des investisseurs étrangers. Alors, quand on regarde notamment les gros projets Tarfaya, Nour, oui, c'est effectivement des investisseurs étrangers qui ont gagné l'appel d'offres, mais dans le cas de Nour 1, Nour 2, Nour 3, Nour 4, chaque fois il y a une société ad hoc qui porte le projet, dans lequel Mazen va quand même, donc l'agence marocaine d'énergie solaire, va quand même investir une part minoritaire pour rester quand même dans la boucle. Et donc en termes de financement, c'est important, on est dans un système de financement de projet où en fait l'électricité revendue à Mazen et donc à l'ONE, on va dire à l'ONEE, l'Office national d'électricité et d'eau, par l'intermédiaire de Mazen, il faut donc que ces revenus tirés de l'électricité vendue permettent de rembourser les cash flows de la dette qui a été co-contractée, qui a été contractée pour construire ces centrales qui sont importantes et dans lesquelles l'Agence française de développement est un des participants. Donc c'est un mécanisme de financement de projet qui est donc relativement classique dans le secteur de l'énergie, où les cash flows tirés de l'électricité vendue doivent rembourser la dette qui a permis de construire les installations. Donc voilà un petit peu le montage tel qu'il est fait. Alors vous parlez de cash flow, d'investissement, de financement. Finalement, est-ce que cette politique profite à la population marocaine? Hormis bien évidemment le fait d'avoir accès à l'énergie, mais en quoi cela profite à la population marocaine? Est-ce que vraiment l'ensemble de ces politiques mises en place profite à la population? Ce qu'on peut dire, c'est que ces gros chantiers, ça ne peut pas faire de mal à la population. Il y a forcément des populations locales, forcément des retombées. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que je pense un peu à ce projet de Nour 1, à Ouarzazate. Ce qui est impressionnant, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y en a eu jusqu'à 500 000 miroirs pour construire Nour 1, qui ont été acheminés à Ouarzazate. Et alors quand on regarde justement les cartes, et ça les géographes aiment bien les cartes, finalement il y a une route Marrakech-Zagora qui passe par Ouarzazate et qui passe par le col de Tishka, qui est un col qui est à 2200 mètres d'altitude. C'est quand même une route assez escarpée. Il y a l'autre route qui va de El Rachidia à Agadir, qui est une route relativement escarpée. On a un petit aéroport. Donc on s'est dit, c'est incroyable, ça a été un truc pharaonique. Forcément, quand ces camions sont arrivés avec les 500 000 miroirs pour installer la phase 1, il y a forcément des retombées, puisque c'est souvent des entreprises étrangères. Les gens ont bien dû se loger, ont bien dû se nourrir. Il y a eu forcément dans la population locale des gens qui en ont bénéficié. Le problème de ces chantiers, c'est que lors du chantier, il y a énormément de monde. On comprend bien, pour construire ces installations, ça mobilise énormément de monde, mais souvent des entreprises étrangères. Et puis une fois que le chantier est opérationnel, la centrale électrique, finalement on est bien dans la production de l'électricité, est opérationnelle, là on a besoin de beaucoup moins de personnes. Donc finalement on va avoir vraiment des centaines de personnes pour la construction. Quand c'est opérationnel, quand l'électricité est produite, il suffit de surveiller, il suffit de s'assurer que les miroirs sont propres, mais on a besoin de beaucoup moins de personnes. Et alors ce qui m'a frappé, moi finalement, en regardant un petit peu toujours la presse locale à Ouarzazate, c'est que Ouarzazate est encore un petit peu enclavé. On pourrait se dire, mais on a eu, en tout cas la première phase d'un projet pharaonique à Ouarzazate, et ben on est dans l'Eldorado, c'est un peu le sujet de la conférence. Donc Ouarzazate va devenir richissime. En fait, dans la réalité, c'est un peu plus complexe et un peu contrasté, et les Marocains trouvent que Ouarzazate est toujours un petit peu enclavé. Il y a toujours l'enjeu de la ligne aérienne entre Marrakech et Ouarzazate, et finalement Ouarzazate, il y a aussi des studios de cinéma, et puis certaines personnes vont dire, mais les retombées, elles ne sont pas tellement là, quoi. Elles sont un petit peu là, mais pas tant que ça. Donc c'est un sujet qui est très complexe. C'est-à-dire que, ce qu'on peut dire, c'est que cette première phase qui est en train d'exploitation, 160 MW là en février 2016, donc un chantier pharaonique, ça n'a pas créé du jour au lendemain, ça n'a pas rendu Ouarzazate une ville extrêmement prospère qui a complètement changé. Vous voyez ce que je veux dire? Et que finalement, la municipalité et la province de Ouarzazate sont toujours à la recherche des retombées socio-économiques de tels projets
pour pouvoir dynamiser. Donc c'est forcément positif, mais c'est pas forcément la manne qu'on aurait pu estimer. Vous voyez ? Donc les retombées à la fois financières, sociales, économiques, je dirais humaines, sont encore peut-être trop faibles par rapport aux retombées énergétiques et financières pour les entreprises qui ont investi et pour le royaume en tant que tel. Donc il y a encore un décalage fort entre ces deux niveaux. Alors ce qu'on peut dire, c'est comme c'est des projets à très long terme, quoi. Donc là, on a dit phase 1 est opérationnelle, et puis là en ce moment la phase 2, la phase 3 c'est en construction, et la phase 4, l'appel d'offres a été lancé, et Aqua, donc d'Arabie Saoudite, est le nouvel adjudicataire. Donc le chantier, il continue pour la phase 2, 3, 4, et il faut continuer à observer au niveau de Ouarzazate l'impact économique local. Et donc la mesure, elle ne peut pas se faire simplement en un an ou deux, il va falloir mesurer sur la durée et voir si la ville finalement s'enrichit, si la population... Est-ce que la population, par exemple, va rester à Ouarzazate, ceux qui avaient tendance à partir pour trouver pour aller, je sais pas moi, à Marrakech, à Casablanca pour des opportunités professionnelles, les jeunes, est-ce qu'ils vont rester à Ouarzazate? Est-ce que les Marocains de la diaspora vont revenir à Ouarzazate parce qu'il y a des opportunités? On ne sait pas encore très bien. On peut supposer que ça va être un pôle d'attraction, mais on ne sait pas encore très bien. Et donc, ça va se mesurer dans le temps. Et il faut suivre ça à la loupe. J'ai une question concernant le niveau de vie des Marocains. Aujourd'hui, on investit énormément sur la production énergétique au Maroc. En sachant, si on suit ce que vous dites, ils vont pouvoir travailler aujourd'hui, demain, mais admettons que dans 10 ans, le Maroc a produit assez d'énergie pour toute la surface géographique. Est-ce que ces habitants vont rester? Est-ce qu'on a investi justement de façon intelligente ou non? Parce que si on produit autant, c'est pour répondre à des besoins. Et si la population se voit au chômage dans 10 ans, ils ne vont pas forcément rester. Oui. C'est une bonne question, bien sûr. Mais, attendez, c'est des questions très difficiles. Moi, je ne sais pas si c'est très très difficile. Ce qu'on peut dire, c'est comme on a dit, la population, elle croît exponentielle. Voilà, relativement rapidement. Donc, la consommation énergétique va croître aussi. Donc ça, on est bien d'accord, d'une part. Deuxièmement, le potentiel pour ces projets énergie renouvelable. Alors, on voit bien, par exemple, prenons le cas de l'hydraulique. On a à peu près 150 barrages au Maroc. Bon. On a à peu près 200 projets pour le micro-hydraulique, des toutes petites centrales. Donc sur l'hydraulique, on va dire qu'on peut rapidement finalement faire le tour du potentiel, parce qu'on connaît les rivières, on ne va pas mettre 5 barrages par rivière. Bon. Pour l'éolien, on a dit que l'objectif 2020 du Maroc, c'était d'avoir 2000 MW d'éolien. Mais le potentiel a été estimé à 25 000 MW dans le royaume. Donc là, on voit qu'on a encore une marge de manœuvre de progression. Et pour le solaire, à mon avis, finalement, les espaces arides, ils sont quand même importants. On a beaucoup de marge de progression. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les projets, ils vont probablement se développer encore pendant plus de 10 ans, quoi. Alors après, la question c'est de savoir, bon, est-ce que... Alors quand on regarde effectivement le PIB par habitant du Maroc, quand on regarde par rapport aux pays arabes, effectivement on est quand même loin derrière l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, etc. Et quelque part on pourrait dire, tiens, c'est un petit peu décevant quand même, avec 7500 $ par habitant. On va dire, tiens, le Maroc, avec tous ses efforts, comment se fait-il que le PIB par habitant, finalement, ne progresse pas plus vite, quoi, au niveau macroéconomique. Donc il faut continuer à mesurer ça dans le temps, finalement, et puis continuer à industrialiser le pays. Quand même, la politique industrielle, on a eu la chance d'être invité, du reste, aux assises, aux deuxièmes assises de l'industrie, où on voit qu'il y a quand même des projets industriels vraiment intéressants au Maroc, avec une stratégie qui est assez bien, on va dire, ciblée sur certains secteurs, hein. Il faut continuer finalement sur la durée, quoi. Et puis mesurer, et ça c'est les économistes de Dauphine qui pourront mesurer finalement l'impact sur la population, l'enrichissement sur les grands agrégats macroéconomiques du pays. Donc pour juger de la réussite de la transition énergétique au Maroc, il va falloir encore du temps et
la construction des projets, l'évolution des projets et aussi peut-être aussi l'évolution des politiques pour la population. Mais si on s'arrête à la situation actuelle, le titre de la conférence était est-ce que le Maroc est le nouvel Eldorado africain? Qu'en pensez-vous? Est-il réellement devenu aujourd'hui le nouvel Eldorado africain, est-il devenu le leader continental en termes d'énergie renouvelable? Alors le thème d'Eldorado est intéressant. L'Eldorado, c'était un territoire en Amérique latine du temps des conquistadors qui était censé avoir des richesses incroyables. Et que les conquistadors cherchaient finalement à trouver cette ville avec des dorures, de l'or partout, Eldorado, l'or, finalement la dorure. Donc le Maroc, finalement sur ces projets énergétiques, on voit bien qu'il n'y a pas un endroit, c'est tout le royaume finalement qui est impliqué dans cette politique énergétique, et quelque part, et notamment le Maroc a quand même reçu là, tout récemment en novembre à Paris, donc la récompense de la meilleure stratégie d'État pour les énergies renouvelables. Bref, donc le Maroc est tout à fait vertueux, ça c'est remarquable. Et donc, est-ce que c'est l'Eldorado? Ça va créer certainement des opportunités, bien sûr. C'est peut-être pas du jour au lendemain qu'on va passer de 7 500 $ par habitant à 40 000 $ par habitant, c'est ce que je veux dire. Mais c'est bien évidemment le royaume est vertueux. Et surtout, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que le Maroc, de plus en plus, s'impose comme un hub entre l'Union européenne et l'Afrique subsaharienne. Et quelque part, dans le cadre de la transition énergétique, il continue finalement son expérience, bénéficie à tous les pays africains, et notamment de l'Afrique subsaharienne, notamment des pays francophones, qui voient clairement dans le Maroc une locomotive qu'il faut chercher donc à suivre. Alors j'ai par exemple été personnellement par exemple au Sénégal, notamment à une conférence, et c'est vrai que les Marocains étaient non seulement les organisateurs de la conférence, je me rappelle que Saïd Ouli était présent, donc de l'Agence marocaine d'efficacité énergétique, et a signé des accords de partenariat avec l'Agence d'efficacité énergétique du Sénégal. Moi je disais, mais où sont les Français, où est l'ADEME, comment ça se fait? Donc effectivement les Marocains, les Sénégalais par exemple, avaient des lampadaires solaires le long de la corniche qui ne marchaient pas. Ils ont demandé aux Marocains, mais comment ça se fait que ça ne marche pas? Les Marocains ont dit, c'est la batterie ou je ne sais pas quoi. Donc effectivement les Marocains, par leur savoir-faire, exportent dans l'Afrique subsaharienne des compétences, du matériel, et quelque part, nous les Français, on est un petit peu en dehors de tout ça, et donc c'est important qu'on reste dans la boucle et qu'on suive à la loupe non seulement le développement du Maroc, mais aussi de l'Afrique subsaharienne pour ces projets de transition énergétique, et qu'on, nous aussi, en tant que Français, on apporte de valeur ajoutée. Donc clairement, le Maroc, alors est-ce Eldorado, on ne sait pas encore, on va dire, mais il y a un pôle très dynamique en matière de transition énergétique qui se constate au niveau du royaume et qui commence à se répandre dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc il y a toute une diplomatie finalement marocaine autour de cette transition énergétique. Donc le Maroc n'est pas encore un Eldorado, mais en tout cas au niveau africain, à l'échelle africaine, elle s'impose comme un leader, voire le leader en termes de transition énergétique. Absolument. Et concrètement, c'est en raison des réalisations probantes du Maroc. Donc le Maroc peut dire, voilà, nous on a construit ces éoliennes, on a construit ces centrales solaires, donc on l'a fait et ça marche. C'est ça qui est important, c'est que ça marche quoi. Alors que l'Afrique subsaharienne, elle est en retard, mais on voit bien qu'il y a des marchés très importants. Donc le président Macron est allé à Ouagadougou, à Abidjan, et il a inauguré donc, une centrale solaire au Burkina Faso. Parallèlement, le Sénégal a construit une centrale solaire. Les deux sont à peu près de 30 MW. Donc Ouarzazate, c'est 500 MW, juste pour avoir un... Mais donc ça veut dire que l'Afrique subsaharienne commence à s'y mettre, et le Maroc a un rôle important à jouer, d'assistance technique, de conseil, et donc ça va contribuer à renforcer le dynamisme du royaume, à développer les exportations, à développer son influence. Le Maroc, en revenant dans l'Union africaine, là aussi c'est un mouvement qui n'est pas tout à fait anodin, finalement 54 pays africains, le Maroc qui rentre dans l'Union africaine, donc a un rôle politique, diplomatique de plus en plus important en fait en Afrique. Tout à l'heure, vous nous avez dit comme quoi le Maroc est dépendant à environ 95% des autres pays. Aujourd'hui,
quelle est cette part de ce pourcentage? A-t-elle diminué? Et quel est l'objectif d'ici 2020? Alors l'objectif 2020, maintenant il est reporté à 2030. L'objectif c'est clairement en 2030 d'avoir 52% de la production énergétique à partir de sources renouvelables. 52% 2030. Donc ça veut dire que 48% ne viennent pas du renouvelable. Et dans les projets du reste du Maroc énergétique qui avaient été soumis, donc le Maroc, dans le cadre de la COP21, a fait, comme les autres pays, une contribution déterminée pour montrer un petit peu ses objectifs. Et finalement, il y a un axe aussi qui se développe de manière importante, c'est l'importation de gaz naturel liquéfié au Maroc. Donc le Maroc se dit, les énergies renouvelables, ça va peut-être pas suffire, en tout cas pas à 100%. Le Maroc, d'abord, un réacteur nucléaire, travaille sur un réacteur nucléaire qui est un peu un prototype, mais aussi veut créer des usines de regasification de gaz qui va permettre d'importer du gaz naturel liquéfié par méthanier dans les ports marocains, ou dans un port marocain. Et donc d'accroître son importation de gaz. Donc ça fait partie aussi de la politique énergétique marocaine. Donc il n'y a pas que les énergies renouvelables, le gaz est un paramètre important, bien évidemment, et puis le pétrole, l'essence, le Maroc a toujours besoin bien sûr de pétrole, d'essence. Donc finalement c'est un mix énergétique dans lequel les énergies renouvelables, si elles atteignent 52% en 2030, c'est déjà un très bel exploit, et quelque part ça rend quand même le Maroc assez exemplaire en Afrique, mais ça ne va pas suffire pour la politique énergétique marocaine. Deux questions pour conclure avant de passer à la session de questions-réponses. La première, elle ne concerne pas que le Maroc pour le coup, mais elle concerne les externalités négatives associées aux énergies renouvelables. On le sait aujourd'hui, considérer les énergies renouvelables comme vertes à 100%, ce n'est pas vrai, les études l'ont prouvé. Que peut-on dire pour le cas du Maroc, pour les énergies renouvelables en général? Comment améliorer justement, comment diminuer ces externalités négatives? Donc là encore, c'est un sujet qui n'est pas facile. Alors c'est quoi finalement les externalités négatives? C'est de dire, par exemple, lorsqu'on installe des éoliennes à Tanger, à Tarfaya, donc là, finalement, il va y avoir 10 sites. Il va y avoir 5 nouveaux sites qui vont être déterminés. On fait des fondations en béton, par exemple. Ça, c'est pas forcément très bon pour l'environnement. On utilise des terres rares aussi dans les éoliennes. Ça, c'est pas forcément très bon pour l'environnement. Au niveau du solaire, notamment ces miroirs, qu'est-ce qu'on va en faire dans 50 ans? Il y a tout le problème du recyclage des panneaux photovoltaïques. Les barrages, on n'en parle pas assez, mais les barrages, est-ce qu'ils vont durer combien? 100 ans, 200 ans, 300 ans? Il y avait un moment où aussi les barrages, c'est quand même un ouvrage qui n'a pas vocation à être éternel. C'est toujours des sujets difficiles. Donc, en matière d'énergie, de toute façon, il n'y a pas d'énergie parfaite. Le gaz explose, le pétrole, il y a des marées noires, le charbon, il y avait des coups de grisou. Donc, finalement, on n'arrive pas à trouver d'énergie parfaite, quoi. Donc, effectivement, il y a toujours des externalités négatives dans l'énergie, et il faut chercher à résoudre au mieux les problèmes, mais il y a toujours des externalités négatives à gérer. Et le Maroc a-t-il pris conscience de ça, ou pour le moment, on n'est pas encore assez sensibilisé à cette question? Je pense que le Maroc a pris conscience de ça, mais je ne sais pas si le Maroc a forcément toutes les solutions, parce que nous non plus, on n'a pas toutes les solutions. Donc, c'est petit à petit. Là, on est quand même sur un parc, une puissance installée qui est quand même relativement récente. On parle bien de capacité installée, de puissance installée, avec les barrages qui sont un petit peu plus anciens. Donc, ça va être au fil du temps que les éoliennes vont vieillir, que les complexes solaires vont vieillir, que là, les questions vont se poser et les filières de recyclage vont se mettre en place, des solutions vont se trouver au fil du temps. Est-ce que cette transition énergétique qui se dit être une transition énergétique durable et environnementale est-elle réelle? Oui, je pense que c'est réel. Je pense que dans le cas du Maroc, en plus c'est une vraie politique d'indépendance énergétique finalement, un petit peu comme en France, quand le général de Gaulle avait dit il faut que nous on construise nos centrales nucléaires, nos 58 réacteurs nucléaires, c'était pour être indépendant énergétiquement. Le Maroc est un petit peu dans la même idée
d'indépendance énergétique et en plus d'être vertueux en termes de développement durable. La dernière question que je vous poserai avant de passer à cette question-réponse avec le public. Ce qui m'a frappé dans votre intervention, c'est très souvent vous rappeler que la France a encore du mal à trouver sa place, je dirais, dans la transition énergétique, notamment au Maroc. Et vous dites également que l'Union européenne, je dirais, les grandes puissances, bien qu'elles soient quand même développées en termes d'énergie renouvelable, ont finalement encore du mal par rapport au Maroc, à développer ces politiques-là. Pensez-vous que le Maroc, à terme, peut devenir non pas un leader africain, mais un leader mondial en ce qui concerne les énergies renouvelables? Écoutez, ce qu'il y a de vrai, c'est que pour ce projet de Ouarzazate, le Maroc est un modèle pour le monde entier. Hein. Donc moi, mes travaux, finalement, que j'ai décrits là, dans l'ouvrage Énergie solaire après Fukushima et Veldon, je les ai continués finalement dans la thèse de doctorat. Et ce qu'il y a de vrai, c'est que le Maroc, avec Nour 1, Nour 2, Nour 3, Nour 4 et le complexe solaire de Ouarzazate, c'est un exemple pour le monde entier. Et donc tout le monde suit en disant est-ce qu'ils vont y arriver, hein. Alors maintenant c'est on dirait qu'ils y arrivent finalement, donc c'est clairement un exemple. Alors après, il faut que aussi dans les transferts de technologie, les entreprises marocaines soient capables aussi de s'approprier toutes ces nouvelles technologies et ne soient pas uniquement des entreprises étrangères qui viennent faire les installations, si vous voulez, et les chantiers. Il faut que les entreprises marocaines se développent et puis après ils soient capables d'exporter, hein. Donc tout ça, ça va prendre du temps, mais donc le Maroc est clairement donc un modèle, on va dire, sur Ouarzazate pour le monde entier. Est-ce que ça va être une locomotive de la transition énergétique? Probablement en Afrique de l'Ouest, mais il faut continuer l'effort, quoi. Très bien, merci à vous, Monsieur Ouajibo. Nous allons donc désormais passer à la session de questions-réponses. Nous allons donc faire circuler le micro parmi vous. Si vous avez des questions à poser à notre intervenant, n'hésitez pas à le faire. Et donc la parole est à vous, très cher public. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, il faudra circuler le micro. C'est juste si vous levez pour que M. Ouajibo puisse vous voir et c'est assez fort. Je me présente, Abdel. Je suis un ingénieur économiste, chercheur à EDF, un peu le dogme nucléaire. Mais à la base, je suis marocain. Moi, j'avais une question parce que vous avez parlé des interconnexions entre l'Espagne et le Maroc. Il y avait un gros projet, un gros rêve européen qui était un peu de faire une coopération Europe-Sud avec le projet Desertec et qui depuis a cessé d'exister. Mais est-ce que, d'après ce qu'on a vu de l'éveil de l'énergie renouvelable au Maroc, est-ce qu'on peut espérer qu'un projet similaire puisse renaître? Alors en fait, il y avait deux projets un peu complémentaires. D'un côté, effectivement, on parlait de Desertec, et de l'autre côté, on parlait de Medgrid. Alors les deux étant liés, quoi, finalement. Donc Desertec, c'était finalement un projet un peu pharaonique, on va dire, de production d'énergie, production d'électricité à partir d'énergie solaire, d'une part. Et deuxièmement, Medgrid, c'était de dire ce projet il va être financé parce qu'on va exporter cette électricité dans l'Union européenne et du coup, grâce à des certificats verts, finalement, on pourra financer ce projet. Mais le problème, c'est qu'il fallait que les interconnexions fonctionnent bien. Et pour l'instant, l'interconnexion Espagne, donc Maroc, on va dire, est limitée. L'interconnexion Maroc-Algérie, il y a quand même des tensions entre les deux pays, hein, bien sûr. Tunisie. Après, on a la Libye, qui est un pays qui est en guerre, en décomposition, quelque part. Donc, quelque part, on a un petit peu de mal à construire cette boucle électrique qui permettrait d'échanger des électrons du sud vers le nord. Et puis le projet tel qu'il était conçu, on pouvait se dire mais c'est quand même pas tout à fait normal que toute l'électricité produite par Desertec dans le sud, que tout parte dans le nord, finalement pour bénéficier de certificats verts ou de diverses bonus écologiques, on va dire ça comme ça, et ne parviennent pas à satisfaire la population locale. Alors le problème qu'on a, c'est qu'il y a des budgets colossaux qu'il faudrait débloquer finalement pour renforcer le réseau de transport d'électricité et notamment de tirer des nouvelles lignes, par exemple de Tunisie en Italie, qui permettrait d'éviter de passer par la Libye,
éventuellement d'avoir des lignes en courant continu au lieu d'avoir du courant alternatif. Donc il y a d'énormes budgets finalement qui devraient débloquer, et qui va payer tout ça, c'est un petit peu l'enjeu, quoi. Donc c'est plutôt RTE finalement plutôt que DF finalement. On voit bien que c'est la compétence de RTE, Réseau de transport d'électricité, en France, qui est bien évidemment au top niveau sur ces questions-là. L'ancien directeur de RTE, M. Merlin, était un des piliers finalement de toutes ces réflexions. C'est vraiment RTE qui a des éléments de réponse, probablement. À l'époque, justement, Desertec était un consortium privé, et du coup, c'est pour ça qu'on avait justement laissé tomber à l'époque le projet, parce qu'il n'y avait pas assez de capitaux privés. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le projet Desertec D2I, dans sa conception initiale, a effectivement pas pris la forme qu'il devrait, mais d'un autre côté, comme on disait, avec Ouarzazate, on a quand même une belle réalisation, donc qui n'est pas la même, hein, mais qui est quand même une belle réalisation d'une centrale de 500 MW. Donc je rappelle qu'un réacteur nucléaire, c'est donc 1000 MW. Là, on est sur une centrale de 500 MW. Alors certes, le facteur de charge n'est pas le même pour le solaire que pour le nucléaire, mais c'est quand même une belle réalisation qui n'est effectivement pas celle qui était peut-être initialement prévue, mais on a quand même une belle réalisation qui est en cours, quoi. Est-ce d'autres questions? Bonsoir. Alors moi je suis marocain, je suis étudiant aussi, donc ce qui m'intéresse c'est par rapport au Maroc. C'est ça qui m'a fait venir. Je voulais savoir par rapport aux retombées économiques, est-ce que là par exemple les industries marocaines vont réussir à tirer du bénéfice grâce à ces projets, etc. Les grosses entreprises, donc vous avez dit les grosses industries, mais comment faire pour sensibiliser la population d'une, pour ceux qui veulent entreprendre dans ce secteur-là, l'écologie, etc. Et de deux, les autres entrepreneurs qui créent des technologies qui peuvent apporter un plus dans ces industries-là. Comment faire le lien entre le gros projet dirigé par M6, par Mohamed VI, etc. et la population pour la sensibiliser, pour lui donner l'envie d'entreprendre dans ce secteur-là et d'avoir les gestes vertueux qu'il faut pour économiser l'énergie, pour faire partager, pour qu'il y ait une solidarité. Bien sûr, ouais. Bon, alors, ça c'est des questions très difficiles, hein. Alors les grosses industries marocaines, il y a les phosphates, OCP, hein, on voit bien. On peut supposer que les grosses industries marocaines vont bénéficier d'un prix d'énergie plus avantageux, hein. Ensuite, comment faire finalement pour que la population locale, les jeunes, finalement c'est important, c'est les jeunes qui font des études licence, master, finalement, alors soit les Marocains qui ne partent pas forcément à l'étranger, qui restent au Maroc, ou que les étrangers finalement viennent au Maroc. Alors, je trouve que l'élément quand même positif qui montre qu'il y a quand même un certain dynamisme, c'est qu'on a quand même plusieurs écoles françaises qui se sont installées au Maroc. Et Dauphine est quand même intéressant, a ouvert quand même une antenne finalement à Casablanca, alors que Dauphine avait un campus à Tunis. Donc il y a Dauphine, on a par exemple l'école centrale de Casablanca, donc l'école centrale qui a ouvert un campus à Casablanca. On a d'autres écoles de commerce qui ont ouvert des campus donc au Maroc. Donc ça c'est quand même un phénomène qui est quand même assez nouveau. Donc c'est-à-dire qu'autrefois, on ouvrait des campus à Londres, on ouvrait des campus dans l'Union Européenne, mais on n'allait pas vraiment en Afrique ou dans le Maghreb. Donc ça, je trouve que c'est un bon signe. Et ça veut dire que finalement, les jeunes vont pouvoir se former, alors bien évidemment dans les meilleures universités marocaines, qui montent d'abord des programmes spécialisés. Et donc moi, je suis souvent appelé pour soit intervenir dans des masters spécialisés dans les grandes écoles d'ingénieurs marocaines, des universités marocaines. Et donc, le lien, à mon avis, se fait quand même par la formation, finalement, des jeunes, d'arriver à avoir des programmes spécialisés professionnels, qui permettent de se professionnaliser au Maroc, soit d'établissements marocains, soit étrangers, et qui débouchent sur des nouveaux emplois. Et donc, les emplois de demain des jeunes marocains, ils seront soit dans effectivement des entreprises déjà constituées, soit c'est à eux, après, de créer leur propre activité. Et donc, pour qu'ils créent leur propre activité, il faut avoir des incubateurs, des professeurs qui chapeautent un peu les jeunes. Et donc, je pense que beaucoup de choses restent à faire, quoi.
Donc je pense que c'est là que se trouve la place de la France, alors, dans la formation. Alors moi je pense que oui, en tout cas moi à titre personnel, je suis prêt à aller au Maroc pour aider effectivement les établissements d'enseignement supérieur à se développer, soit au Maroc, soit en Afrique de l'Ouest, tout à fait. Et je pense que grâce à la langue française, on a effectivement une carte à jouer. Et du reste, au départ, je vous avais parlé de ma première mission à Tétouan et Tanger. Et en fait, ça s'explique qu'il y avait un partenariat entre Tétouan et Malaga, la ville espagnole. Et comme vous savez, Tétouan, en fait, c'est une ville où les Marocains parlent en fait espagnol et pas tellement français. Et finalement, la ville de Malaga s'était dit, on va peut-être faire la formation en espagnol, mais c'était aperçu quand même que la formation était ouverte à pas mal d'agents municipaux. Et a dit, non, on va la faire en français. Et comme les Espagnols parlaient pas français, c'est comme ça qu'ils m'ont fait appel. Donc ça veut dire qu'effectivement, le lien culturel et cette langue commune, ça crée effectivement des opportunités pour les établissements d'enseignement supérieur français, et c'est pour ça qu'ils ils se dirigent de plus en plus vers le sud, ce qui n'était pas le cas autrefois. Bonsoir, Maître Boffon. C'est, faute de connaître le dossier énergétique de l'image, je vous pose la question, quelle est la spécificité énergétique du Maroc par rapport à tous les autres voisins que vous avez cités sur la façade méditerranéenne? Est-ce qu'elle est induite par le côté occidental à l'embouchure des Méditerranées? Et vous avez cité le solaire, l'éolien et les barrages, mais pas tant la géothermie. Dire un petit mot. Alors, quant à la géothermie, parce que donc je suis au courant de projets expérimentaux dans le Rif et dans le Maroc oriental, mais je pense que c'est très intéressant. Je suis peut-être un petit peu moins au courant du développement de ces différents projets, mais je pense que c'est une source importante à développer pour pouvoir creuser dans le sol et puis finalement pouvoir profiter de ces sources à haute température. Donc la spécificité du Maroc, ce qu'on disait, c'était que le Maroc n'a pas d'hydrocarbures, contrairement à l'Algérie, contrairement à la Libye, contrairement à l'Égypte, d'une part. Et donc, pour son indépendance énergétique, a décidé de se fixer cet objectif de production énergétique de 52% à 2030. Donc c'est ça, finalement, un peu la particularité du Maroc, c'est de ne pas avoir de ressources hydrocarbures. Elle n'est pas mieux dotée par la nature que ses voisins en termes de vent, de soleil? Alors, en termes de soleil, on va dire que c'est pareil. On voit bien que l'Algérie et que le Maghreb, c'est donc un petit peu mieux que l'Espagne et la France, on voit bien. En termes de vent, on peut dire que peut-être si, quand même, par les alizés de la côte. Finalement, le Maroc a la chance d'être à la fois sur la Méditerranée et sur l'océan Atlantique. Et les alizés, un bon projet éolien en France, pour le développer, on va dire il faut des vents de 6 mètres par seconde. Au Maroc, on a quand même des vents de jusqu'à 8 mètres par seconde. Donc ils sont quand même un petit peu plus forts. Cette finalement proximité de l'océan est vraiment bénéfique pour les vents. Et par contre pour les barrages et le fait d'avoir ces 4 massifs montagneux, et quand on voit quand même finalement le sommet le plus élevé, plus de 4000 mètres au Maroc, tout ce réseau de rivières est quand même assez étonnant et n'a pas d'égal, en tout cas en Algérie, en Tunisie ou en Libye. Donc ça, c'est quand même des caractéristiques propres. Donc j'ai fait, dans l'ouvrage sur l'énergie solaire après Fukushima, finalement un graphique en regardant d'un côté les ressources l'ensoleillement des pays et les ressources en hydrocarbures. Et en cherchant à classer les pays, il y a des pays, par exemple comme la Norvège, où il y a beaucoup d'hydrocarbures mais il n'y a pas de soleil. Et puis il y a d'autres pays, comme le Maroc, il y a du soleil, il n'y a pas d'hydrocarbures. Et puis il y a des pays comme l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, il y a à la fois du soleil et des hydrocarbures. Mais on s'aperçoit que finalement ceux qui vont être les plus opportunistes, les plus proactifs en matière d'énergie renouvelable, c'est bien ceux qui n'ont pas d'hydrocarbures et qui ont du vent, du soleil, de l'eau en fait. Alors juste pour une dernière question, juste ici, dans leur tour, bien évidemment vous pourrez poser toutes vos questions à M. Ouajibo lors du buffet qui est organisé dans le hall. Vous avez je vous laisse poser votre question. Merci. Jean-Guy Devezeau du CEA. Je voudrais aussi dire qu'il y a beaucoup d'uranium au Maroc, que l'uranium marocain est une des plus grosses réserves d'uranium du monde dans les phosphates marocains. Je voudrais aussi compléter en disant qu'il y a des liens que vous avez
rappelé dans le domaine de la formation. Il y a aussi des liens institutionnels pour ce qui concerne la politique énergétique, notamment entre nos ministères respectifs. Et puis, il y a des liens dans le domaine de la recherche. Le CEA a des liens institutionnels, soit dans le domaine du nucléaire, soit aussi dans le domaine du solaire, puisqu'on a un contrat avec le MASEN. J'ai en fait une question qui est liée à un certain étonnement que j'ai vis-à-vis de la politique solaire marocaine, avec tout ce que vous avez dit sur ce caractère étonnant. Vous avez utilisé le mot pharaonique, c'est-à-dire que vraiment, il est exemplaire. En ce qui concerne les grosses fermes solaires que vous avez évoquées, qui sont à la fois des outils de démonstration et des outils de production, mais ce qui est un peu plus étonnant, c'est la position des Marocains vis-à-vis du solaire décentralisé, essentiellement du photovoltaïque décentralisé, qui est quand même une voie qui est la voie majeure dans beaucoup de pays. Donc, il y a tout un faisceau de questions là derrière. Vous avez évoqué par exemple le développement rapide des villes marocaines, vous avez cité Tétouan. Là, il y a une première question qui est est-ce qu'on ne peut pas essayer de passer la barrière du développement des réseaux, peut-être en organisant des microgrids, mais en se disant, vu les coûts actuels du solaire et du stockage, profitons-en, mettons en place dans ces nouveaux quartiers des logiques de ce type-là. Finalement, on n'entend pas tellement parler. On n'entend pas parler d'objectifs marocains consolidés pour le Maroc. Et on sait qu'on a beau avoir la loi de 2015 qui théoriquement, avec ses décrets, devrait donner accès au réseau pour les producteurs d'énergie solaire décentralisée, on n'a pas les décrets. Donc il y a cette question-là, pourquoi est-ce que, même si le Maroc a la politique que vous avez très bien décrite, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il piétine un peu vis-à-vis de ce développement du solaire décentralisé? C'est vrai que, comme j'expliquais, on parle de très grands projets. C'est vrai que les petits projets, effectivement, on en parle un petit peu moins. Et alors je dirais que l'histoire n'est pas finie. Bon, quelque part, moi je ne représente pas le gouvernement du Maroc, vous comprenez bien. C'est probablement une piste d'amélioration pour le futur, je suppose. Il reste encore probablement beaucoup de choses à faire. Et effectivement, dans les petits projets, en site isolé, il y a quand même des villages marocains qui ne sont pas connectés au réseau. Et là, on pourrait très bien avoir beaucoup plus de petits projets en site isolé. Dans les villes, effectivement, des microgrids, tout ça. Mais je pense que bon, c'est probablement des chantiers qui sont à mettre en place dans le futur. Et probablement que les Marocains y arriveront, probablement. Très bien. Nous conclurons donc sur la réponse que vous voulez donner sur cette question très intéressante des micro-projets. Je tiens évidemment à vous remercier d'être venu ici ce soir à l'Université Paris-Dauphine dans l'amphithéâtre de Troyes. Je remercie bien évidemment mon camarade, mes collègues qui se fait d'apporter la conférence avec moi. Je remercie Louis Ouachibo d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce soir. Je vous invite désormais donc au buffet organisé dans le hall du deuxième étage, qui est donc l'occasion pour vous de déguster quelques amuse-bouches de la gastronomie syrienne, puis bien évidemment de rencontrer notre intervenant Louis Ouachibo. Je vous donne rendez-vous au deuxième semestre pour de nombreux événements que nous organisons ici à l'Université Paris-Dauphine, notamment un qui est en cours de lancement sur la technologie au service de la crise des réfugiés et un événement pour la journée de la femme. Je vous invite d'ores et déjà à aimer notre page Facebook Association des étudiants musulmans de Dauphine, notre compte Twitter AEMD officiel, notre chaîne YouTube AEMD Dauphine, où la vidéo de la conférence sera publiée dans les jours qui suivent. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Je tiens aussi à remercier monsieur Louis Ouachibo d'être venu ce soir pour notre conférence sur la transition énergétique au Maroc. Et je tiens aussi à remercier l'ensemble des étudiants de l'association LMDE, à la LMDE, excusez-moi, mais aussi notre président, M. Yassine, qui m'a fait confiance aujourd'hui, car je tiens à dire que je suis nouveau au sein de l'association, je suis nouveau à Dauphine, il m'a fait confiance et il m'a permis aujourd'hui de vous présenter pour la première fois de ma vie une conférence à côté de M. Louis Ouachibo. Donc merci à toi Yassine. Et aussi un dernier point, l'ouvrage de Louis Ouachibo est disponible ici. Il y a 3 exemplaires qui sont à votre disposition si vous voulez les obtenir.